comment ça va aujourd'hui. Très bien. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur cette nouvelle table ronde du dernier après-midi du salon TechScare France qui est consacrée donc à l'entretien du linge, les nouveaux comportements des consommateurs. Pour nous accompagner sur cette table ronde, j'ai deux experts qui papotent. Hein, vous m'aviez dit que vous étiez des pipelettes, mais effectivement, vous papotez. Ils sont dissipés. Et que je vais donc inviter à se présenter. Donc Pascal, je t'en prie. Donc Pascal Florent, je suis secrétaire générale du COFRET, qui est le comité d'étiquetage entretien pour les textiles. Sylvain Dizeran, je suis le représentant de la marque Kunz Pressing et je dirige une entreprise de pressing. Bien. Et pour commencer, je vous invite à visionner avec nous une petite vidéo consacrée au pressing. Ça va nous permettre de lancer le sujet. Alma tient beaucoup à cette robe qu'elle portait le jour où elle l'a rencontrée. Alex veut remettre ce costume qui lui donnera confiance en lui pour ce rendez-vous décisif. Chloé souhaite redonner de la fraîcheur à sa couette qui accompagne chacune de ses nuits. Entretenir ses vêtements et textiles, c'est choisir de prolonger leur vie et leur redonner un aspect comme neuf. Et pour savoir comment s'en occuper, il suffit de prêter attention aux étiquettes qu'il faut conserver sur le produit. Il est d'ailleurs parfois préconisé d'avoir recours à un entretien professionnel. Le pressing, c'est un savoir-faire au service de tous vos textiles. Chacun des textiles que vous lui confiez est d'abord inspecté avec soin pour identifier la technique de nettoyage la plus adéquate. Un pré-traitement permet d'enlever les taches s'il y en a. Puis, deux types de nettoyage professionnels peuvent être envisagés selon la recommandation de la marque. À sec ou à l'eau. Dans la machine de nettoyage à sec, le va-et-vient du solvant vient danser dans les fibres délicates des textiles. Dans la machine de nettoyage à l'eau, les bulles de savon se marient au textile avant un séchage délicat des articles. Toute l'attention portée au repassage et au pliage finalise la mise en beauté des textiles avant d'être protégés sous une housse et de rejoindre votre dressing. Vous souhaitez gagner du temps? Prendre soin de vos textiles et préserver la qualité des vêtements auxquels vous tenez? Faites confiance aux professionnels experts qui accompagnent chaque jour celles et ceux qui choisissent le pressing. Une très belle vidéo. Et qu'en trouvez-vous, Pascal? Cette vidéo, où est-ce qu'elle est diffusée? Alors cette vidéo est sur notre site internet grand public, lavermonlinge.com, et c'est pour effectivement faire connaître le pressing et les actions qui se passent derrière le comptoir aux consommateurs. Très bien. Alors, ce qu'on sait, c'est que les Français sont de plus en plus attentifs à la qualité des vêtements qu'ils achètent. Ça, c'est plutôt un bon point. Et que 72% d'entre eux suivent les consignes d'entretien textile à la lettre dans le but de conserver leurs vêtements le plus longtemps possible. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'ils sont 44% à déposer leurs vêtements chez un professionnel au moins une fois par an. Un chiffre qui est en légère hausse par rapport à 2020, c'était 40%. Mais alors que les considérations environnementales sont toujours aussi importantes, on l'a vu tout au long de ce salon à travers les nombreuses tables rondes et ateliers, la dimension environnementale est prégnante et cruciale dans notre secteur d'activité. Il y a malheureusement également la conjoncture économique qui vient davantage influencer les habitudes des consommateurs quant à l'entretien de leurs vêtements. On va donc faire le point avec nos experts sur ce sujet, en sachant que l'évolution du comportement du consommateur a toujours été guidée par les différentes transformations sociétales, technologiques, environnementales qui sont apparues au fil du temps. Donc ce sont ces évolutions qui vous ont contraint, vous les professionnels, à modifier en permanence vos offres, vos services, les canaux de vente et à innover. La première question que je souhaiterais poser à nos experts, c'est quels sont les facteurs qui influencent le comportement du consommateur? Qui s'y colle? Trop de politesse. Honneur aux dames, allez. Bon, alors il y a plusieurs facteurs influençants forcément pour aller pour savoir comment on va entretenir son textile. Alors vous parliez de la partie économique. C'est clair qu'aujourd'hui, avec ce qu'on vit tous les jours, il y a effectivement l'influence financière. Le pressing reste un service
payant, cher aussi. Il faut y aller, il faut retourner chercher sa marchandise, etc., enfin son vêtement. C'est clair que ça influence le comportement d'un consommateur qui va parfois préférer laver ça dans une machine à laver chez lui à la maison. C'est pas forcément toujours préconisé par la marque. Et nous, en tant que coffrette, on va influencer le consommateur. En tout cas, on va le motiver à regarder son étiquette déjà et à suivre les recommandations de la marque, puisque la marque aura fait des tests et qu'il faut absolument qu'il n'y ait aucun dommage irréversible. Quand on passe dans un pressing, il y a déjà deux types de méthodes d'entretien. Donc il faut faire vraiment attention de savoir déjà si on peut le laver dans sa machine, chez soi à la maison, ou aller au pressing chez un expert. Sylvain? J'ai une vision légèrement différente aujourd'hui. Je pense que le pressing, et j'entendais mes pairs le dire, c'est un métier de crise. Alors, je ne comprenais pas il y a 25 ou 26 ans, mais aujourd'hui, il y a un fait assez simple, c'est que le consommateur, s'il a une perte de pouvoir d'achat, il va plutôt entretenir ses articles qu'en acheter des neufs. Et il va également aller sur la seconde main. On voit l'explosion de Vinted, de Le Bon Coin pour les vêtements ou d'autres magasins de seconde main. Alors nous, on voit arriver dans nos magasins, dans nos pressings, des personnes qui nous amènent des vêtements achetés sur le marché de la seconde main et qu'ils veulent garantir en termes de propreté. Et donc c'est une nouvelle clientèle aujourd'hui que l'on a. On va d'ailleurs communiquer plus, nous, la marque, sur le fait qu'on soit incontournable pour le sujet. Alors, je terminerai, j'ai déjeuné avec Thomas Labruni qui était là tout à l'heure. Il disait que lui, il avait un marché captif très important sur l'entretien de la seconde main par rapport à des clients. Donc je vais arrêter de dire, mais il avait des clients qui... Je t'en prie, vas-y. Oui, qui aujourd'hui demandaient cela. Alors il était dans une démarche où il recevait des vêtements de l'étranger, il les nettoyait, puis ces vêtements étaient mis dans des friperies, des magasins de seconde main. Donc nous on voit un comportement qui a changé. La chemise reste toujours l'article numéro 1. D'accord, c'est une question que je me posais justement. Oui, très largement. Le pantalon, c'est le deuxième. On voit par contre la veste qui a changé. J'ai pas de veste aujourd'hui, bon, vous non plus. Et on voit cette modification dans cet article-là en particulier. Mais on a vu aussi des vêtements aujourd'hui, des jeans. On voit des jogging de marque. Il y a 2 ans, j'aurais jamais pensé qu'on aurait des jogging Armani ou autres. Et c'est des vêtements qui nous sont confiés, pas parce qu'on ne peut pas le traiter à la maison, mais parce qu'on ne veut pas prendre le risque de le détériorer. Et donc, ils nous les amènent. Alors, j'ai une question sur la seconde main. Y a-t-il des étiquettes sur ces produits en seconde main? Alors, je pense qu'il n'y en a pas plus ou pas moins que sur les vêtements neufs. Parce que notamment, ce qu'on constate sur les vêtements des dames, notamment, c'est l'enlèvement assez régulier des codes d'entretien et des codes de composition. Donc on pilote à vue, on est dans le brouillard et on n'a pas de radar. Voilà. Mais vous prenez le produit à votre risque ou... On ne prend jamais le produit à notre risque. L'enlèvement de l'étiquette, elle amène le client à devoir prendre sa responsabilité. Donc on va prendre des réserves en lui indiquant que nous, on a un savoir-faire sur le toucher, on a un savoir-faire sur la connaissance de la fibre, mais qui est limité. Et on n'est pas à l'abri de surprises, notamment dans la mise en place de fonctionnalités sur les vêtements. Je voyais hier qu'il y avait des écrans aujourd'hui translucides qu'on pouvait mettre sur les vêtements. Et on va se promener avec des écrans sur soi. Il faudra les enlever. Effectivement. Alors, une deuxième question qui va, je pense, fort intéresser les professionnels. En quoi analyser l'évolution du comportement du consommateur est indispensable pour eux, pour ceux qui souhaitent optimiser, en tout cas, leur stratégie globale autour de la satisfaction client? Sylvain? Et je pense qu'il faut, on l'a fait nous depuis un certain temps, il faut voir le client pas comme un captif obligé, ce qui était le cas jusqu'à il y a encore peut-être 10-15 ans. Il avait un vêtement, il ne pouvait pas le laver ou l'entretenir chez lui, il devait passer chez nous. Aujourd'hui, ce temps-là est révolu. Il faut voir le client comme quelqu'un qui cherche un service. La chemise, c'est vraiment l'article type. Une chemise, on peut la laver, l'entretenir, la repasser chez soi.
Et on a 30-35% de notre volume de chemises aujourd'hui. Donc on est là pour apporter un service. Et ce qui s'applique sur la chemise va s'appliquer, je disais, sur le jogging, va s'appliquer sur la parka, la doudoune. Et aujourd'hui, ce marché-là, il est extrêmement captif, mais on l'a plus pour les mêmes raisons. Donc je crois qu'il y a vraiment une modification à avoir pour les professionnels qui doivent regarder le client différemment et plus comme celui qui est obligé. Donc ça oblige à réinterroger ses pratiques, son approche, sa stratégie. On est d'accord. Le travail que toi, tu as conduit, du coup. Alors nous tous les jours, on se remet en question, mais on a, en tout cas, l'année prochaine, comme il n'y a personne, je peux en parler. Donc, l'année prochaine, on va travailler sur 2 axes. L'axe de la digitalisation de la relation, mettre en avant l'application que l'on a créée maintenant il y a 3 ans, 4 ans. Et puis le second axe stratégique, c'est d'aller mettre au cœur de notre communication le fait qu'on a toujours été quelque part à la pointe de l'éco-responsabilité. Alors pas toujours au niveau du solvant qu'on utilisait, mais en tout cas, on est là pour éviter qu'il y ait 10 000 litres d'eau qui soient produites, utilisées pour créer un jean. Je dis 10 000, c'est peut-être pas ça. Et on est vraiment au cœur du sujet aujourd'hui de l'éco-responsabilité citoyenne. Le fait d'amener chez nous des articles, c'est un acte qui contribue à l'amélioration des conditions de vie sur Terre. Je pense que c'est aussi l'occasion de rappeler qu'un entretien professionnel est beaucoup plus économique, moins énergivore en consommation d'eau, de produits, etc., d'énergie. Je pense que c'est l'occasion de le reposer. Oui. Nous, on s'attache vraiment à tenter de minimiser l'impact que l'on a sur notre Terre. Et cette démarche, elle passe effectivement par le fait d'avoir choisi des technologies qui nous semblent les plus à même à réduire notre impact environnemental. Pascal ? Oui, alors au niveau du coffret, on a quand même beaucoup de contacts avec les marques aujourd'hui. Alors c'est vrai que le pressing doit travailler la partie service. C'est un développement, je pense, qui est très important. D'un point de vue aussi de justification du prix, justification de cet effort que doit faire le consommateur pour aller au pressing, revenir le chercher, etc. Parce que voilà, ce sont des points importants qu'on entend au niveau consommateur. Et au niveau des marques, par contre, on entend... alors on parlait de l'impact environnemental. Je pense que c'est vrai, le pressing, alors c'est toujours... Il y a des études là-dessus qui disent oui, qui disent non, qu'est-ce qui est plus économique, qu'est-ce qui est moins impactant. Les marques ont quand même tendance à réduire le nombre de références qui vont au pressing aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand un consommateur va acheter dans le magasin, quand il voit que ça doit aller au pressing, il va hésiter. Et justement, on a fait une étude Ipsos là-dessus avec des chiffres assez intéressants. La chemise, effectivement, arrive aussi, mais on se rend compte que le consommateur qui va vraiment au pressing, c'est un homme. Donc, pour le service probablement qu'on lui donne de plier, de repasser et plier sa chemise aussi, prête à remettre dans le dressing. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on commence. Mais justement, oui, Pascal, on va regarder ça de près. Alors, on va regarder quelles sont les habitudes d'entretien textile en France, avec le baromètre Ginetex 2023. Et puis juste après, je te laisserai enchaîner pour qu'on regarde également le baromètre Ipsos que tu viens d'évoquer pour voir les habitudes de fréquentation des pressings en France. Donc c'est une étude qui a été faite en 2023, enfin fin 2022, mais bon, quasiment 2023, et que je vais vous présenter donc maintenant. Donc effectivement, 62% des interrogés vont regarder les consignes d'entretien, enfin 82% des interrogés vont regarder les consignes d'entretien, ce qui est très positif parce que la marque va faire beaucoup de tests. On parlait du CTTN donc dans l'Assemblée générale de l'AFL, pour donc l'Association française des laveries. Effectivement, le CTTN est très souvent sollicité pour faire des tests sur les produits et savoir quelles sont les consignes qu'on doit mettre pour la marque. Donc c'est très bien de savoir que les consommateurs vont les regarder. Et c'est une très bonne nouvelle pour le coffret. Et c'est une très bonne nouvelle pour le coffret aussi, mais je pense que celui qui fait le plus d'efforts, c'est quand même la marque pour faire les tests, les mettre sur ces étiquettes. Effectivement, on va voir aussi que le coffret fait beaucoup par rapport aux consommateurs. On essaye vraiment de former le consommateur à la compréhension de ces symboles. Donc on a aussi 78% des Français qui jugent ces symboles utiles.
Donc ça, c'est très intéressant aussi. Malgré tout, on en parlait, ils découpent encore les étiquettes, malheureusement. Donc c'est 18%, bon, on va encore les découper. Donc ça, c'est plutôt embêtant. Professionnel, c'est compliqué. Très compliqué. Surtout que vous parliez de la seconde main, ce n'est pas forcément la responsabilité de celui qui l'a acheté. Donc là, on a encore du travail à faire sur la partie seconde main, que l'étiquette soit toujours attachée au vêtement, puisque c'est son utilité. Après, on a 65% des répondants qui vont souhaiter quand même les consignes d'entretien sur l'étiquette cousue. Ils veulent l'avoir. Ils vont être très rares, ceux qui vont ne pas demander une étiquette sur le produit. Donc, il existe encore des produits qui n'ont pas d'étiquette, malgré tout. Après, on a 64% des Français qui assurent l'entretien de leurs vêtements en toute autonomie, c'est-à-dire qu'ils savent entretenir leurs vêtements. Donc, ils sont presque 7 sur 10 à le faire par eux-mêmes. Voilà, globalement, les pratiques alternatives, séchage naturel, etc., vont aussi être très utilisées, malgré le fait que voilà, le Français hésite entre économie financière de l'entretien et économie, développement durable et impact environnemental de l'entretien. On a développé des outils grand public, puisque pour le consommateur, il faut qu'il puisse décrire, en fait, décrypter son étiquette. Et on a lancé donc une application Mon Étiquette, il y a déjà 2 ou 3 ans de cela, qui lui permet effectivement de comprendre chaque symbole de son étiquette lui-même. Donc, je vous encourage tous à télécharger cette toute petite appli, mais qui a énormément de choses. C'est savoir aussi comment détacher une tache sur du coton, sur de la soie, une tache de café, etc. Il y a à peu près... Pardon ? C'est pas bien pour nous, ça. C'est pas bien pour vous, mais ils viendront chez vous, parce que là-dessus, on parle aussi de l'entretien professionnel, comme quoi, voilà, il y a des professionnels pour détacher et pour aller entretenir son produit. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Moi, j'ai une question, Pascal. Oui. Parce que pour éviter ce découpage sauvage d'étiquettes, et on est quand même très nombreux à y succomber, je ne suis pas non plus un modèle en la matière, qu'est-ce qu'imaginent les marques comme alternative ? Parce que c'est vrai, il faut le reconnaître quand même que quand on a parfois 1, 2, 3, 4, 5 étiquettes d'une longueur comme ça et qui grattent, voilà, on n'a pas envie, ça démange, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une réflexion des marques qui est conduite pour y trouver des solutions à ça ? On voit parfois des consignes d'entretien qui sont en fait directement imprimées sur le vêtement. Alors, c'est possible. On peut imprimer, mais on ne peut pas imprimer sur tous les produits. Il y a des textiles, si c'est un peu transparent, un peu trop fluide, c'est assez compliqué. On va aussi les aider au niveau de la réglementation, puisque de plus en plus, on se pose des questions sur la réglementation écologique aujourd'hui. Par exemple, au niveau de la réglementation, dans tous les pays du monde aujourd'hui, à ce jour, depuis le 5 septembre dernier, on peut mettre que les symboles d'entretien. Donc déjà, ça va réduire cette petite étiquette, puisqu'il faut savoir que dans la réglementation, dès qu'on met des mots, on doit tout traduire dans les pays d'exportation. Donc si je prends un exemple d'une société comme H&M qui a plus de 53 pays dans lesquels il exporte, il a 53 lignes. Ou un peu moins, parce que l'anglais, malheureusement... D'où la longueur de certaines... D'où la longueur des étiquettes et voilà, des prérequis des réglementations nationales, malheureusement. Donc la marque ne peut pas tout faire non plus, mais on l'a aidé, puisqu'on a travaillé en ce sens, pour que justement le dernier pays en date, qui est l'Australie, puisse admettre les symboles d'entretien au sein de son territoire. D'accord. Donc ça, c'est un travail qui est conduit par le Ginetex, c'est ça ? Alors, en partie. C'est de la réglementation, c'est gouvernemental en Australie. Effectivement, les symboles d'entretien sont arrivés pour les aider dans cette réflexion-là. On n'est pas à l'issue. Mais du coup, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'il y a une uniformisation. Une harmonisation mondiale, en fait. Ouais, donc ça va quand même simplifier les choses. Sylvain, tu avais une question ? Oui, la question à Pascal, c'est aujourd'hui, on trouve des QR codes sur tous les produits. Oui. Qu'est-ce qu'attendent les fabricants pour mettre un QR code qui va diriger vers le code barre ? Alors, c'est des décisions réglementaires, parce qu'aujourd'hui, on veut que tout soit vu directement sur l'étiquette. Donc, il faut que les gouvernements se mettent ensemble pour dire, voilà, nous acceptons que telle et telle information soit, entre guillemets, en seconde lecture sur l'étiquette. Nous, personnellement, au niveau du Ginetex, du groupement international de l'étiquetage entretien textile, on est quand même en faveur de garder la composition et l'entretien textile, au minima, visible du consommateur.
Parce que je me mets à la place, par exemple, d'un pressing. Si on a une quantité énorme de linge, comment est-ce que vous allez faire avec votre petit QR code, essayer de décrypter tout ça? Donc, on serait plutôt en faveur de garder des informations directement lisibles, des informations finalement qui ne bougent pas avec la durée de vie du produit, qui n'ont pas besoin d'être mises à jour. Et on peut mettre dans un QR code ou autre chose, hein, parce qu'ils réfléchissent encore à la solution digitale. Mais tout ce qui doit être mis à jour tout au long de la vie du produit, finalement, le digital va être très utile parce que vous pouvez le mettre à jour en fonction des produits. Voilà. Et je pense quand même aussi. Mais l'entretien sera toujours le même et la composition aussi. Mais au titre du consommateur, hein, moi je sais pas, je me mets dans la posture de la cliente qui va acheter un vêtement. Personnellement, c'est un réflexe que j'ai. Systématiquement, je regarde la composition de l'article que je vais acheter. Je ne souhaite personnellement pas acheter certaines fibres qui ne m'intéressent pas. Et donc, pour moi, ça, c'est quelque chose que je fais systématiquement. Je regarde la composition de l'article. Tu es très sensibilisée quand même. Mais c'est de la déformation professionnelle, peut-être. Moi aussi, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit la majorité des consommateurs. Quoique, ça peut évoluer parce qu'on a de plus en plus de cycles, de fibres recyclées ou du cible biologique, etc., qui commencent à intéresser de plus en plus les consommateurs dans leur achat. Aussi. Et d'ailleurs, du coup, je rebondis sur ce que dit Pascal. Sylvain, ces nouvelles fibres à entretenir, est-ce que ça pose un problème particulier ? Parce qu'elles n'existaient pas forcément au moment où nos professionnels ont été formés à leur savoir-faire. Il y a les nouvelles fibres, il y a les nouvelles manières de les tisser, de les mettre en œuvre. Et puis, il y a aussi, ce que je disais, c'est la mise en place de fonctionnalités. On voit arriver des vestes avec des systèmes de recharge, avec des petits écrans solaires. Enfin bon, on voit un certain nombre de choses arriver. Nous, ce qu'on déplore quelque part, c'est le manque de communication, en tout cas visible, entre l'industrie du prêt-à-porter et notre métier. C'est un peu comme si, je ne sais pas moi, Renault, Peugeot fabriquaient des voitures et puis disait pour l'entretien, débrouillez-vous. On n'a pas, il y a un code d'entretien, mais débrouillez-vous. Alors moi, je pense qu'on a un travail à faire. On va essayer de le faire dans le cadre des MOF, meilleurs ouvriers de France. On va travailler là-dessus pour essayer justement de sensibiliser le monde du prêt-à-porter sur le fait que nous avons besoin de connaître ce qu'ils font, sur les nouvelles fibres notamment, parce que on sait tout entretenir, mais on ne sait pas l'entretenir forcément de la bonne manière au début. Et évidemment, on essaye de ne pas avoir les peaux. C'est la solution, en fait. Non, le code d'entretien. Le Coffret a conduit un groupe de travail sur l'entretien textile professionnel, justement. Alors, c'était avec des marques de prêt-à-porter, la majorité quand même dans le luxe, puisqu'ils ont quand même des problématiques à partager là-dessus. Et il y avait autour de la table des pressings, des marques, et le CTTN et nous-mêmes. L'IFTH aussi était là. Et donc, on a travaillé effectivement beaucoup les problématiques dont vous venez d'évoquer. Et on en a fait un guide de l'entretien textile professionnel que l'on est en train de finaliser, comme je disais à Sandra il n'y a pas très longtemps. En avant-première. En avant-première. À l'information. Voilà. C'est un guide d'une centaine de pages et qui explique justement, on a été fortement aidé du CTTN là-dessus, sur les fibres, les entretiens, les solvants, les typologies des process d'entretien textile professionnel, et qui devrait sortir fin d'année, début d'année prochaine, et qui sera à votre disposition. C'est une excellente nouvelle. Voilà. Merci, une avant-première. Merci pour le scoop, Pascal, c'est sympathique. Je te laisse peut-être poursuivre avec, du coup... Alors justement, je vais poursuivre avec le point 8, qui est quand même ce que tu évoquais, 44% des Français qui se rendent au pressing, quand même une fois dans l'année. Donc c'est quand même bien, un Français sur deux à peu près. Tu sais, on sait ce qui l'y emmène ? C'est sa couette ? C'est quoi ? On va voir. Je vais vous le dire. Donc la fréquentation, donc il y a quand même 16% qui vont au pressing plusieurs fois par mois, ce qui est quand même un peu plus puisqu'on était à 8% en 2020. Quelles sont les raisons de fréquentation ? Eh bien, ils veulent en fait principalement que leur textile... alors j'ai un problème de lunettes. Est-ce que tu veux pas le commenter ? C'est des loupes ou c'est... Je suis très embêtée parce que j'ai perdu mes lunettes. Je peux dicter. Je vais peut-être lui demander dans ma poche, juste la poche là. Plonge ta main.
Ouh là là. Mais nous ne Non, sommes c'est- que des humains. C'est le problème. Alors je vais mettre debout parce que je suis sûre que je vais voir ça Ah. très très bien là. Ok, bon. Donc ils vont majoritairement à 60% pour des articles nécessitant un nettoyage professionnel. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que en 2020, ils étaient plus nombreux pour ce genre de raisons. On va voir aussi que pour l'entretien d'articles volumineux, ils sont un petit peu moins aussi présents. Enfin, on passe de 36%, alors qu'ils étaient 41% en 2020. Là, comme ça. Et puis ça l'arsène un peu avec le. Viens plutôt par ici. Si. D'accord, voilà. Et pour la qualité du travail, ils viennent quand même à 20%. On a gagné 1% sur cette raison-là. Pour gagner du temps, alors là, on voit qu'on augmente, ça rejoint un petit peu, Sylvain, ce que vous disiez. Ils viennent pour le service, c'est pratique. Et on verra dans quel type de produit on va se retrouver. Pour bénéficier d'un service particulier, pilotage, pliage de la chemise, repassage uniquement, la livraison à domicile, je pense que ça c'est un point très important, le soin du linge aussi. Et je n'ai pas de lave-linge chez moi, ça c'est une nouvelle question qu'on a posée. Il y a des gens qui n'ont pas de lave-linge parce qu'ils n'ont pas l'espace pour nettoyer. Ce qui est important, c'est qu'on voit que les moins de 35 ans accordent plus d'importance à la qualité du travail. Donc ça, c'est plutôt bien. Et à la praticité du service. Et les 40-65 ans s'y rendent principalement pour les articles volumineux. Donc, quels sont les produits les plus... voilà. Ouais, ça c'était la question. Alors, Sylvain l'a évoqué, je pense. On va voir si ça match. On va voir si ça match, du coup. Donc, tout ce qui est manteau, costume, literie sont en baisse. Par contre, ce qui augmente, c'est tout ce qui est pull, les jeans, robes et jupes, chemisiers sont en baisse. Là, apparemment, monsieur n'est pas d'accord. Non, il n'a pas l'air d'accord. Je suis désolée, c'est Ipsos, c'est 1000 personnes en France qui ont répondu aux questions. Donc c'est juste. Non, c'est pas juste, c'est des tendances. On est dans des tendances. Ipsos a quand même un échantillon de personnes quand même relativement bon. C'est une année, c'est tous les 2 ans qu'on fait ça. On verra peut-être dans 2 ans si les chiffres remontent. On voit aussi que tout ce qui est t-shirt polo, vous parliez de produits simples finalement qui n'a pas besoin d'aller au pressing. On retrouve un peu ces tendances-là. Donc aujourd'hui, voilà. Donc ça c'est à peu près. Il y a quand même un peu plus de personnes qui vont au pressing au moins une fois par mois en France, ce qui est plutôt très bien. Au niveau de la satisfaction, on est un peu en baisse par rapport à 2020, qui était quand même de 90% de satisfaction des gens qui y allaient. Voilà, donc ici, les 60 ans et plus apparaissent plus satisfaits que les jeunes. Voilà, peut-être un travail de communication à faire auprès de la jeunesse. Et puis pour ceux qui n'y vont jamais, pourquoi ? La première raison, et qui est en augmentation par rapport à 2020, c'est le coût trop élevé et c'est pas dans mon budget. Voilà, donc on se relie un petit peu aux problèmes économiques que le pressing peut apporter. Et je n'ai pas de vêtements ou de textiles nécessitant un entretien professionnel. Là, je rejoins un petit peu une autre tendance à nous qu'on voit dans l'étiquetage, c'est qu'on réduit un petit peu le nombre de références qui vont au pressing. Qui ont besoin d'aller chez un professionnel. Voilà, je n'ai pas le temps d'aller au pressing, mais enfin bon, souvent les pressings vont lancer des services aussi de livraison à domicile. Donc ça peut être un point intéressant. Les 60 ans et plus sont plus nombreux à considérer ne pas avoir de vêtements nécessitant ce type d'entretien. Alors je ne sais pas, est-ce qu'ils ont plus de connaissances en entretien qu'ils puissent le faire dans leur machine à laver, à la maison, je ne sais pas. En tout cas, nous, on ne préconise pas, quand il y a la nécessité d'aller au pressing, vraiment, nous, on préconise auprès des consommateurs d'aller voir l'expert en entretien. Ici, quand ça nécessite, alors oui, je vais peut-être laisser ça parce que c'est un petit peu compliqué au niveau de l'intentionnel. Donc ça, c'est les chiffres un petit peu les plus importants que l'on a dans le... Pardon, je peux remettre à ma place. Comme ça, je vous vois. Donc, nous, on a mis des outils en fait en place pour que le consommateur puisse mieux comprendre son étiquette, parce que l'important, c'est qu'il sache qu'il aille au pressing. C'est important qu'il le sache. Le rond, aujourd'hui, c'est un symbole qui n'est pas très connu des Français. C'est celui qui est le moins connu.
Donc il faut qu'on fasse attention aussi que le consommateur comprenne qu'ils doivent y aller. Donc c'est une application qui s'appelle Mon Étiquette où l'on peut vraiment retrouver tous les symboles existants au niveau professionnel. Et puis il y a plein d'autres choses qu'on peut voir. On peut également aussi faire une photo de son produit avec ses informations. Et en général, le consommateur va prendre la photo d'un produit un peu fragile, donc qui peut très souvent aller au pressing. C'est peut-être le moment ou l'occasion, en tout cas, Pascal, de rappeler qu'il me semble qu'en termes de communication, il y a des affiches qui avaient été développées avec l'AFL, me semble-t-il, donc l'Association française des laveries, et qui sont à disposition, qui sont téléchargeables. On peut les imprimer en très bonne qualité pour les afficher, tout simplement, et d'ailleurs, y compris dans les pressings. Tout à fait. Mais oui, qui sont disponibles à afficher donc, dans les laveries, les pressings, pour relayer cet outil à disposition du consommateur. Donc le deuxième outil qu'on met à disposition, on s'est rendu compte que jusqu'à 40%, et c'est un chiffre de l'ADEME il y a quelques années, que l'impact environnemental d'un produit textile est imputable à son entretien. C'est une phase assez rude dans la vie d'un produit textile, c'est son lavage. Vous ne me contredirez pas, je pense. Son entretien, son nettoyage. Son nettoyage, son entretien globalement. Donc il est quand même jusqu'à 40%. Donc le consommateur peut faire beaucoup de choses de lui-même. Et on a lancé un site qui s'appelle clevercare.info, dont je vous montre un des visuels que vous pouvez retrouver. Donc l'idée ici, c'est un site internet mis à disposition des consommateurs pour rallonger la durée de vie d'un produit. On parlait de la seconde main, c'est peut-être pour ça vous avez de plus en plus de produits en seconde main, ce qui est très bien. Ça prouve en fait que le Français va acheter en seconde main. Du coup, il faut qu'on soigne l'entretien, parce qu'un produit mal entretenu ne pourra jamais avoir une seconde, voire une troisième vie. Donc voici les informations, comment laver à la main, comment mettre la lessive, comment entretenir son jeans. Et il y a évidemment toute une page sur l'entretien professionnel où il faut absolument recourir à l'entretien professionnel quand c'est étiqueté ainsi. Donc vous retrouvez le petit logo en dessous des symboles d'entretien sur les étiquettes. Et il y a un QR code pour aller directement sur le site. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. Pour tous ces chiffres, toutes ces informations. Sylvain, je me tourne vers toi. Est-ce qu'effectivement, tu confirmes, tu ressens toutes ces tendances, toi, sur le marché ? Je n'étais pas d'accord sur les statistiques de tout à l'heure. Je pense qu'on a de plus en plus d'entretien textile de lit, linge de lit. C'est une augmentation, en tout cas sur l'ensemble de nos réseaux, qui est extrêmement marquée. En pressing ou en laverie ? Parce que moi, parfois, je les dépose Pressing. Et il n'est pas fait en pressing, il part en laverie, en blanchisserie. Oui. Alors, peu importe que ce soit en blanchisserie ou en interne, Mmh. on a une augmentation très sensible de cette partie. C'est peut-être ça la différence aussi, parce que ça va en blanchisserie ? Non. La question. En tout cas, oui, non, mais c'est vrai que c'est intéressant de l'entendre. Oui, c'est pas juste une question de sémantique. Voilà, quel mot on choisit. Pour le coup, effectivement, le mot pressing là n'est pas choisi au hasard. On est sur cette activité pas de blanchisserie. Nous, on est un pressing et on vient accueillir nos clients qui déposent des draps, des housses de couette en quantité beaucoup plus importante aujourd'hui. C'est la tendance qu'on voit, c'est une tendance où ils veulent du service. Ils ne veulent pas aller dans une laverie. Ils viennent chez nous et c'est évidemment le cas aussi pour les couettes où on a aujourd'hui un marché captif de couettes qui est très important. Et je ne me souviens plus de vos nombreux slides, mais il y en a un qui est indiqué sur la chemise. Effectivement, il y a eu une augmentation, on est passé de 10 à 16 de mémoire. Et je pense que cet item-là, il est quelque part vraiment décorrélé au même titre que le drap, au même titre que la couette, du code d'entretien. Ce qui est intéressant, c'est que votre focus... C'est tout à fait vrai, oui. Votre focus, il est essentiel. C'est intéressant, d'ailleurs. Oui. Très intéressant. Oui, il est essentiel, votre focus, pour que les consommateurs sachent comment entretenir, et nous aussi, évidemment. Mais il faut voir qu'aujourd'hui, une part importante, voire très importante de notre activité est faite par la notion du service qu'on apporte aux clients et pas de, je disais, l'obligation de passage chez nous. Eh ben, puisque tu parles de ça, justement, j'ai une question pour toi. En fait,
globalement, j'ai compulsé pas mal d'études ces derniers jours, ces dernières semaines. Et je me suis aperçue que beaucoup de pressing proposent des programmes de fidélité. Tu parlais tout à l'heure, le client il est plus captif comme avant. Tout ça, ça change. La question que je voulais te poser, c'est, on était sur un modèle plutôt de fidélité transactionnelle, souvent, jusqu'à présent, et tu parles des services. Et du coup, ma question, c'est comment est-ce qu'on peut passer d'une fidélité transactionnelle à une approche servicielle? En gros, comment aujourd'hui on construit un vrai bon programme de fidélité? Alors, je vais dire que ça commence par un bonjour. Un bonjour qui est un bonjour accueillant, un franc bonjour, un bonjour véritable, un bonjour bienvenu. Voilà, je crois que ça, c'est la base. Et cette base, en tout cas, dans notre profession, n'est pas systématiquement en place. Ensuite, donc ça, c'est la fidélisation, c'est l'accueil qu'on veut bien donner aux clients. La joie de le voir arriver chez nous et de l'en remercier. Le sens de l'accueil. Le sens de l'accueil. C'est la base, mais c'est une base qui peut paraître anecdotique parce qu'évidente, et elle ne l'est pas. Donc je crois que cette base, elle est prégnante. Ça repose la question de la formation. Non. Non, juste du savoir-vivre. Ouais. C'est du savoir-être. Ouais, c'est du savoir-être. Non, mais la charge de travail opérationnelle est telle que le fait que le client vienne aujourd'hui, c'est parfois dérangeant. Alors, je ne parle pas chez nous, mais ça peut être dérangeant. Le client qui vient, c'est j'arrête de repasser ma chemise et je dois aller accueillir le client. Voilà. Donc, évidemment, ça, c'est la base. Ensuite, je pense que le client, il vient chercher un service. C'est-à-dire, il a, pour un monsieur, 5 chemises par semaine. C'est lui qui va les faire, son épouse, sa femme de ménage. Et il ne peut pas ni s'engueuler quand il brûle sa chemise, ni son épouse évidemment, ni la femme de ménage qui doit rester. Alors, je crois qu'on est là aussi pour garantir un résultat à un prix qui est convenu comme étant acceptable. Et on voit arriver aujourd'hui des jeunes qui viennent avec des doudous de Monclar, je ne donne pas de marque évidemment, mais Monclar par exemple, et qui vont nous apporter ces articles parce qu'ils ne veulent pas ni eux les faire, ni que ce soit leur mère ou leur père, peu importe. Et ils disent, je viens chez le professionnel parce que je veux un résultat. Par contre, si ce résultat est là, alors on est vraiment gagnant. Ils vont indiquer leur satisfaction sur les réseaux sociaux et on a tout à gagner. Et on va fidéliser ce client qui va venir peut-être une fois par an, mais qu'on ne voyait jamais avant. Donc on est dans une transformation, je pense, de la relation client, où il nous amène des chemises, il nous amène des couettes, il nous amène des draps, il nous amène des doudous de Monclar. Tous ces articles peuvent passer dans la machine à laver, sauf la couette, mais ce sont des choses qui se lavent. Donc la transition métier aussi, c'est d'arriver à s'adapter en fonction du besoin client. Après, évidemment, on a des politiques où on va mettre en avant des services qui sont probablement aujourd'hui ce qui va nous tenir dans le temps, imperméabiliser un article, lui donner une fonction anti-acarien ou ce genre de services qui sont vraiment essentiels. Après, il faut digitaliser la relation, parce que digitaliser la relation, c'est reconnaître le client, évidemment, pour ce qu'il est. Il veut un conseil, il va s'arrêter, venir nous voir, mais il veut déposer ses 5 chemises toutes les semaines. Il en a marre de faire la queue, il est mal garé, il a envie que ça aille vite. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, on a développé une politique où on a une application et c'est la porte d'entrée du client avec la marque. Et ensuite, on va faciliter sa démarche dans des box, dans différentes fonctionnalités qui vont lui faciliter la vie. C'était une des questions que je souhaitais vous poser à tous les deux, sur l'influence du digital sur le comportement des consommateurs. Effectivement, Pascal, tu veux réagir là-dessus ? Oui, alors le digital d'un point de vue étiquetage, on en parlait avec le QR code ou un autre moyen, ça va devenir de plus en plus une réalité. À part, au niveau de l'étiquetage, on n'en a pas d'autres, à part d'offrir effectivement l'application, etc. Les consommateurs sont vraiment à l'affût de ce genre d'informations. Sylvain ? La digitalisation, c'est perçu dans la profession par certains comme une rupture de la relation client. Et je crois au contraire qu'il faut s'adapter au client. Et sa volonté, c'est de toujours avoir le conseil éclairé du professionnel quand il a un article qui nécessite ce conseil. Mais le tout venant, la chemise, il ne se pose pas la question.
il nous l'amène. Donc il faut savoir différencier, selon nous en tout cas, le client avec son objectif. Et un même client peut avoir besoin d'un conseil sur une robe de qualité et puis avoir besoin d'un dépôt minute à 21h parce qu'il sort du travail à 21h et il a besoin de le déposer d'un outil automatique. Il aura la confiance et il ne se posera pas la question. Donc la praticité est quand même un élément déterminant où la digitalisation va nous amener la possibilité de l'offrir. La digitalisation, pardon, c'est également, je reviens vraiment au cœur de notre sujet sur les nouveaux comportements des consommateurs, c'est aussi cette tendance avant de choisir vers quel professionnel je vais me tourner, aller voir sur un moteur de recherche très connu, pour ne pas le citer, comment est évalué justement ce professionnel. Ça, là-dessus, Sylvain, comment vous gérez ça? Parce que c'est pas évident pour un professionnel, c'est pas des informaticiens aguerris, c'est pas voilà. Or, c'est très important cette dimension-là, parce que on voit comment les nouveaux comportements de consommateurs, ça en fait partie de ça, ce réflexe. Ah non, on est clairement aujourd'hui concerné par la chose. On a essayé de s'en défaire. Moi-même, j'étais dans un déni assez important par rapport à l'impact et on m'a dit non, il faut que tu t'intéresses à ça. Alors l'impact est important. Ah, il est extrêmement réel, surtout sur ces nouveaux consommateurs qui ont un pouvoir d'achat et qui vont vouloir trouver un professionnel. Ils vont être relativement fidèles. Par contre, ils veulent une qualité, ils veulent une garantie. Dans les nouveaux comportements, il y a l'exigence. Il y a l'exigence qui est tout à fait claire. Il y a la bienveillance, mais il y a l'exigence. Et donc, on a travaillé sur nos notes de cette fameuse plateforme, n'est-ce pas, digitale, de plusieurs manières. On a d'abord incité nos clients à donner un avis. On a formé nos équipes en leur disant, vous connaissez vos clients réguliers, vous avez des clients qui sont régulièrement chez vous, ils sont contents, ils reviennent, demandez-leur de mettre des avis. Et ça a été fait. Ensuite, dernièrement, pour aller vite, on travaille avec une plateforme qui permet de digitaliser le ticket client. Et cette digitalisation nous permet, à la fin de ce ticket qui va être sur le smartphone du client, de lui proposer gentiment de mettre une note. Ce qui répond à la réglementation, soit dit en passant. Oui. Alors, pas chez nous, parce que nous, comme c'est un dépôt, on a encore l'autorisation de donner du papier. Donc, on n'est pas contraint. Par contre, ce que l'on a, c'est une volonté, nous, en tout cas, d'aller plus loin que la loi. Et c'est de dire, on veut supprimer. Et on a, alors les statistiques, je pourrais vous les donner l'année prochaine, mais on va gagner des kilomètres de papier qui sont des coûts, impact environnemental, impact économique. On peut faire les deux en même temps. Forcément. Et en plus, on incite le client à venir déposer un avis sur Monsieur G. Et donc voilà, on est gagnant-gagnant, on peut lui faire part de nos promotions. On a digitalisé la relation, mais d'une manière où le client, lui, il y trouve un intérêt. Après, la réglementation concernait le ticket de caisse, si je ne dis pas de bêtises, de toute façon. Donc, mais non, mais donc vous allez plus loin finalement. Oui, le ticket de caisse, en fait, dans notre métier, on a la possibilité de maintenir le ticket de caisse papier. Malgré tout. Donc, c'est pas juste le bon de non, parce qu'en fait, comme c'est un dépôt, ce ticket, c'est la preuve du dépôt aujourd'hui. Donc, on doit pouvoir donner ce ticket au client pour que le client puisse venir rechercher. C'est la singularité, au même titre que les sacs plastiques. C'est pas des sacs, c'est des housses. D'accord. OK. Eh bien, on arrive au bout, voilà, de cette table ronde. Pourtant, on est des pipelettes, en fait, tous les trois, je le sais, mais voilà. Donc, on a réussi, on a tenu. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, mais peut-être. Non, mais ouais, on a été extrêmement efficace. Bon. Pas de questions? Enchanté, Pascal. Merci beaucoup. Écoutez, merci d'être venu assister à cette table ronde et merci à mes deux intervenants pour leur expertise. Merci à toi. Merci.